évoquer ce projet de loi sous l'angle de la modification substantielle qu'il pourrait apporter aux droits et singulièrement aux droits de la personne. Merci Marie-Caroline. Bonsoir à tous. Merci à Actus pour son invitation et à Benoît Dumoulin en particulier. Alors, je vais peut-être vous décevoir un petit peu, mais la réflexion en fait sur ces droits de la personne, c'est quelque chose c'est un travail en cours, une recherche en cours. Donc, je ne vais pas pouvoir vous livrer tout de suite les résultats de cette recherche, mais je souhaiterais vous faire part de quelques indices intéressants à préciser. Tout d'abord, revenir à l'étymologie. L'euthanasie, c'est le modèle de la bonne mort. C'est-à-dire que dans cette expression de bonne mort, on entend justement le potentiel normatif qui est substantiel ici. La bonne mort et même, j'oserais dire, le bien mourir. Finalement, le bien mourir se donne la main donne la main plutôt à la bonne mort. C'est bon, on m'entend bien. Merci. Donc aujourd'hui, justement, remarquons on a tendance à parler plutôt d'un standard qui serait la qualité de vie, plutôt que la durée de vie. Et ici, on traduit bien l'idée que la dignité pourrait varier au fil du temps. D'ailleurs, posez la question autour de vous, finalement, la dignité, chacun en aurait sa propre définition. Or, si on revient justement à une dignité kantienne, mais je ne veux pas empiéter sur d'autres propos, la dignité, justement, c'est la réification de la personne. La réification, précisément, c'est de commencer à dire que chacun, justement, a sa propre définition de la dignité. Donc, aujourd'hui, devenir incontinent, perdre la tête, comme on dit communément, ou être d'une façon ou d'une autre diminué, eh bien, cela signifierait qu'il y aurait une perte de dignité. Donc, finalement, on entend ici un discours que certains qualifient de validiste. C'est-à-dire qu'il y aurait une normalité, un être normal, bien portant, et puis des exceptions, des états, justement, qui dérogeraient à cette norme. Que ce soit un handicap moteur, une maladie chronique, ou bien même d'autres pathologies. Donc il y a ici une standardisation de la vie, de l'être, qu'Olivier Rey donc a mis en lumière dans une question de taille. Ici, la réaction que nous devons justement développer, c'est une éthique de la vulnérabilité. Ce que je voudrais aussi dire, c'est de réaliser finalement la véritable intention des acteurs qui, pour reprendre une expression anglaise, poussent cet agenda. Cela a déjà été mentionné, l'association du droit à mourir dans la dignité est le premier promoteur de ce droit à mourir dans la dignité. On retrouve ici l'idée de bonne mort, et bien entendu, ici, cela renvoie justement à cette question de la dignité. D'ailleurs, même dans le discours, la DMD a tendance de plus en plus aussi à parler de liberté. Et les deux sont liés et finalement deviennent quasi synonymes. J'invite tous ceux qui sont intéressés justement à mieux connaître le discours de la DMD, à aller visionner les 6h24 de la 43e Assemblée générale de la DMD qui a eu lieu en 2023. Et justement, le président de l'association, au cours de cette Assemblée générale, dit ouvertement qu'il faut raisonner sur l'euthanasie comme sur l'interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire qu'il faut y aller progressivement, il faut mettre le pied dans la porte, c'est-à-dire faire tomber l'interdiction de tuer, et puis progressivement, les critères d'admission pourront être progressivement ouverts. Il ne faut pas vouloir conquérir donc trop de batailles tout de suite. Au-delà du discours de la DMD, il y a bien entendu ce que j'appelle les chevaux de Troie de la DMD. C'est-à-dire des personnes qui prennent la parole dans le débat public, justement au titre de leur situation d'expert, au titre de leur expertise. Par exemple, le philosophe André Comte-Sponville, qui présente l'euthanasie comme la conquête de l'ultime liberté, ou alors la professeure des universités en droit public, Martine Lombard, qui publie un livre donc sur l'ultime demande, ou encore l'écrivaine Noël Châtelet, qui raconte comment elle a accompagné sa mère dans son choix de quitter la vie dans la sérénité. C'est l'expression justement que l'on retrouve dans La vie de décès de Muriel Jospin.
Cela, c'est l'objet du livre donc, de Noël Châtelet, La dernière leçon, publié en 2004. Et précisément, toutes ces personnes sont liées à l'association du droit à mourir dans la dignité. Elles font toutes partie donc, du comité d'honneur. Et Noël Châtelet est même la présidente de ce comité d'honneur, comme l'était sa mère, Mireille Jospin. Donc les situations individuelles qui sont justement mises en avant dans les médias ne sortent pas de nulle part finalement. Ce sont déjà ici des militants de la DMD. Et en application de l'effet Werther, c'est-à-dire justement ce phénomène identifié par la sociologie, et plus précisément par David Phillips en 1982, et qui nous dit que plus on parle de façon valorisante de suicide, par exemple une personnalité genre une star de rock ou même une star de cinéma qui se suicide et qui est mise en avant dans les médias, eh bien cela entraîne une hausse des suicides. Donc il y a de la même façon, avec ces œuvres, avec ces ouvrages qui sont publiés à droite à gauche, cette idée justement de promouvoir ce modèle de la bonne mort. Et pour finir, sachez donc que d'où parle cette association, l'association du droit à mourir dans la dignité. Je croise ici les travaux d'un juriste, Grégoire Pupinck, et d'un sociologue, Pascal Intermeyer, qui tous les deux, en ayant fait des travaux chacun de leur côté, arrivent aux mêmes conclusions. La DMD trouve ses origines dans les mouvements eugénistes des années 1930. La question ici, qui par conséquent aussi se pose, c'est la question du choix. Finalement, on dit, voilà, si la personne décide, fait le choix de, eh bien, cela n'est pas un problème. Il faudrait accéder à son choix. Donc, maîtriser sa mort, cela devrait devenir un droit. Et finalement, on voit bien, avec cet ancrage eugéniste, qu'il y a une différence cruciale entre l'euthanasie choisie et l'euthanasie subie. C'est ici que se situe la vraie frontière. Or, précisément, un petit exemple néerlandais qui prouve que ce choix est difficile à caractériser. Donc, une femme atteinte de démence à 74 ans a refusé par 3 fois l'euthanasie. Alors, on découvre à l'occasion de cette histoire qu'il y a donc toute une procédure de sédation avant l'euthanasie. D'ailleurs, cette sédation est donnée à la personne à l'aide d'un café, pour qu'elle ne sente pas justement la sédation. Et puis, la personne, alors qu'elle était sédatée, cette femme, résiste à l'euthanasie. Donc, le médecin qui l'euthanasie demande à son gendre, qui était présent, de la retenir. Le médecin, bien sûr, est poursuivi et condamné pour meurtre. Cela a provoqué quand même un peu d'émoi dans le pays. Les médecins se sont saisis de l'affaire en réfléchissant un petit peu à leur pratique. Et finalement, le médecin a fini par être acquitté par le tribunal de La Haye. Et la Cour suprême néerlandaise est même allée jusqu'à dire que finalement, le manque de capacité de décider pour elle-même si elle voulait mourir était bien une preuve qu'elle était devenue sénile. Et que finalement, elle ne pouvait pas, si elle était bien pensante, justement, enfin en état de penser correctement, de faire le choix rationnel, elle ne pouvait pas refuser l'euthanasie. Donc on voit ici justement le basculement qui s'opère s'agissant de notre rapport à la mort. Cela m'amène à un point sur lequel je souhaite attirer votre attention, c'est-à-dire que la difficulté ici, c'est que c'est la loi qui est prévue pour justement mettre en place cette procédure. Et la loi, c'est la norme générale et abstraite, c'est-à-dire celle qui doit s'appliquer à toutes les situations. Donc c'est en ce sens que la bonne mort telle qu'elle est prise en compte par le législateur, par la loi, finalement, va s'imposer et donc du droit à mourir dans la dignité, eh bien cela va devenir un devoir de mourir dans la dignité. Et c'est dans cela, et c'est cela qui interroge, je terminerai par là, collectivement, l'impossibilité de résister à cette évolution interroge. Elle interroge parce qu'en 1982, Claude Guillon et Yves Le Bonnec, qui publient un manuel intitulé « Suicide, mode d'emploi »,
qui présente donc la manière de s'auto-liser en toute tranquillité, eh bien, le législateur réagit à cette situation en adoptant, le 31 décembre 1987, le délit de provocation au suicide. En 1989, l'esprit de la loi qui est adoptée sur les soins palliatifs nous dit qu'il ne faut pas prendre au premier degré les demandes de mort du patient. Il faut apporter une aide à vivre au patient. D'où la reconnaissance d'un droit d'accès universel aux soins palliatifs. Or, aujourd'hui, précisément, le discours s'est renversé. C'est-à-dire que quand il y a une demande de mort qui émane de quelqu'un, il faut la prendre au sérieux, la prendre au premier degré. Et donc, tout cela interroge finalement notre rapport même aux mots, en effet, comme l'a dit notre cher avocat, aux mots et également aussi à notre rapport justement aux autres. Et en ce sens, il me semble que le droit de la personne qui est un être relationnel, eh bien, on voit, les expériences à l'étranger le montrent, qu'il existe peu de place pour le tiers. Le tiers n'existe plus. Le seul tiers qui compte, finalement, c'est le soignant qui va être là pour réaliser la demande d'euthanasie. Parce qu'un point qui n'a pas été précisé, à l'étranger, lorsque vous avez concomitamment l'euthanasie et le suicide assisté, c'est l'euthanasie qui prend le dessus. Donc finalement, le droit que l'État va reconnaître aux patients, le droit de mourir, c'est un droit, c'est une obligation plutôt qui va retomber sur le corps soignant, puisque c'est au corps soignant d'accéder à ce droit, de permettre la réalisation de ce droit. Et paradoxalement, on assiste à une déresponsabilisation totale des médecins. En Belgique, justement, la Cour constitutionnelle a estimé que la loi était inconstitutionnelle parce que un médecin qui oubliait de cocher une case purement formelle dans le formulaire de déclaration d'une euthanasie risquait autant que quelqu'un qui vraiment, par exemple, passait outre les conditions substantielles de l'accès à l'euthanasie. Donc on voit bien, et donc la commission de contrôle a posteriori nous dit, moi finalement je ne sanctionne pas les médecins parce qu'un médecin risque autant pour un petit détail formel que pour quelque chose de plus substantiel. Donc finalement, il faut, je pense, faire entendre sa voix, compter sur les associations, sur les corps intermédiaires. Hein. Dans ce pays, on a un rapport très ambigu aux corps intermédiaires, mais c'est par les corps intermédiaires qu'il faut essayer justement de promouvoir finalement l'accompagnement et de ne pas oublier que les individus ne sont pas des monades isolées. Société.